Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 expériences en psychologie sociale qui ont carrément dérapé. Alors je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et c'est parti. L'expérience de la soumission à l'autorité par Stanley Milgram est certainement l'expérience de psychologie la plus connue au monde. Elle a inspiré énormément de choses, on en parle dans des livres, on en parle dans des documentaires, elle a inspiré des scènes de films et de séries, même de la musique et des jeux télé. Mais avant de commencer, je vais vous dire quelques mots sur Stanley Milgram, qui est un psychologue du coup, qui est né aux États-Unis en 1933 à New York pour être très précis, dans une famille juive qui avait fui l'Allemagne au moment de l'arrivée au pouvoir de Hitler. Comme il venait d'une famille assez pauvre, Milgram a suivi un enseignement dans l'école publique et gratuite et ensuite il a fait une licence en sciences politiques, puis il a eu envie de se tourner vers la psychologie sociale et c'est là qu'il a postulé à la très prestigieuse faculté de Harvard qui lui a été refusée étant donné que son CV n'était pas suffisamment complet et bon pour pouvoir rentrer dans cette fac là. Et du coup ce qu'il a fait, c'est que pendant tout un été il a vraiment bossé des cours de psychologie afin de vraiment bien montrer sa motivation et du coup il a fini par intégrer le Harvard Office of Special Students. Là-bas, il va étudier la psychologie et faire toute sa carrière là-dedans et il se fait vraiment remarquer pour ses expériences sur la soumission à l'autorité qui sont publiées en 1963. Et en fait, le problème, on va dire, avec cette étude-là, c'est qu'elle se fait remarquer, mais pas forcément pour des bonnes raisons, puisque elle est vraiment très remarquée pour les conditions dans lesquelles ça s'est passé, plus que pour les résultats de l'étude. Au moment de la publication, Milgram va recevoir une attention carrément mondiale et il reçoit énormément de critiques qui l'accusent d'avoir fait subir beaucoup trop de stress aux participants à son étude. Au final, après ce scandale, Milgram s'est vu refuser une chaire à la faculté de Harvard et il est devenu professeur de psychologie dans une autre université où il a fait à peu près toute sa carrière. Son nom est principalement connu et relié à la fameuse expérience de soumission à l'autorité, mais il a aussi fait une autre étude qui est assez célèbre qui s'appelle le phénomène du petit monde, que vous connaissez peut-être un peu plus sous le nom des 6 degrés de séparation, qui est en fait une théorie, si vous l'avez déjà entendu je pense, qui explique qu'en fait chaque personne est reliée à n'importe qui d'autre dans le monde par 6 degrés de connaissance. Donc l'expérience de soumission à l'autorité de Milgram s'est passée au début des années 60, elle s'est déroulée entre 1960 et 1963 pour être plus précise, et le but de cette étude était d'évaluer le degré de soumission et d'obéissance d'un sujet face à une figure d'autorité. Pour évaluer ça, Milgram a créé une étude dans laquelle le sujet allait être amené à devoir faire des actions qui étaient un peu contraires à ses valeurs, qui pouvaient vraiment lui poser des problèmes de conscience, puisque évidemment on ne peut pas évaluer la soumission à l'autorité si on donne des ordres à une personne et que ces ordres sont vraiment faciles à réaliser. Il faut qu'il y ait un vrai niveau de conflit interne chez le sujet pour qu'on arrive à voir s'il décide d'obéir ou de désobéir. Ça c'est l'objectif réel de l'étude, mais évidemment ça n'a pas été dit comme ça aux participants puisque sinon ça aurait tout faussé si on les avait prévenus qu'on était en train d'étudier leur manière de réagir face à l'autorité. Ça me semble évident, mais voilà, c'est très souvent comme ça en psychologie en fait, quand les participants viennent, on leur présente un faux sujet en fait en leur disant on va étudier ça alors qu'en fait c'est pas ce qu'on étudie mais c'est pour éviter qu'ils se doutent et qu'ils se concentrent sur ce que nous on veut regarder. Alors Milgram, ce qu'il a fait, c'est qu'il a recruté ses participants par le biais de petites annonces, donc c'est des personnes qui étaient totalement volontaires, qui sont venues à lui, et qui étaient rémunérées 4 dollars pour la passation, ce qui paraît ridicule aujourd'hui, mais qui était franchement, je pense, une assez bonne somme,
puisque à l'époque le salaire mensuel moyen était de 25 $. Donc je pense que 4 $ pour une passation de peut-être quoi, une demi-journée, c'était quand même une très bonne somme. Et on dit aux participants que le but de cette étude est de prouver l'effet positif de la punition sur la mémorisation. On va avoir 3 personnes qui sont vraiment impliquées dans le déroulé de l'expérience, sachant qu'il y a un participant qui est notre vrai sujet d'étude et les 2 autres qui sont des complices. Donc on a d'abord l'expérimentateur qui lui est un complice, on a l'élève qui sera aussi un complice et nous, le sujet qu'on va vraiment étudier va avoir le rôle du professeur. Donc quand le sujet d'étude arrive, il est mis un peu dans une salle d'attente où l'expérimentateur vient et il est avec une autre personne qui est donc lui aussi le complice et qui prendra après le rôle de l'élève. Et l'expérimentateur leur explique à tous les deux merci d'être venus, etc. Donc on va faire une expérience dont l'objectif est de prouver l'avantage de la punition pour la mémorisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous distribuer des rôles d'élèves et de professeurs et puis vous devrez le professeur devra faire apprendre une liste de paires de mots à l'élève et si jamais l'élève se trompe, eh bien il lui enverra des décharges électriques pour le punir. Et donc on leur fait visiter un peu l'endroit, on leur montre la chaise où l'élève sera assis, on leur fait tester en leur envoyant une petite décharge de 45 volts pour leur montrer que c'est bien sérieux. Donc là, le sujet de notre étude est complètement pris dedans, il sait que c'est comme ça que ça va se passer. Et ensuite, on fait semblant de tirer au sort qui va être l'élève et qui va être le professeur. Mais comme je vous l'ai dit, c'est totalement truqué puisque c'est forcément le complice qui sera l'élève et qui sera sur la chaise qui doit recevoir les décharges et c'est forcément notre sujet d'étude qui sera le professeur. Ensuite, on place l'élève et le professeur dans 2 pièces séparées par une cloison, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'entendre mais ils ne peuvent pas se voir. Et l'expérimentateur va rester avec le professeur, qui est, si vous avez bien suivi, le sujet de notre étude. Donc le professeur, notre sujet, est installé à un petit poste où il a devant lui un gros tableau avec plein de manettes qui permettent d'actionner les décharges électriques. Et donc il parle avec l'élève qui est placé dans l'autre pièce, il ne le voit pas et bien évidemment il n'y a personne sur la chaise et c'est un enregistrement qu'il va entendre, mais lui on va dire que forcément il pense que c'est vraiment l'autre personne qui est assise sur la chaise et qui reçoit des décharges électriques. Et donc on lui donne la liste de mots à faire apprendre à son élève, donc pour vous situer, en gros, ça serait par exemple chat, chien, maison, jardin, chaise, table. Donc il doit faire apprendre cette liste à son élève et ensuite il lui demande quel était le mot qui allait avec chat, il faut répondre chien. Et si l'élève se trompe et répond, je sais pas moi, poisson rouge, eh bien il faut qu'il reçoive une décharge électrique. Et c'est aussi valable s'il ne donne pas de réponse. Donc s'il se trompe ou s'il ne donne pas de réponse, il doit recevoir une décharge qui monte en volume un petit peu plus à chaque fois. Donc le professeur est dans sa pièce, il est face à ses manettes, il pose les questions après avoir fait apprendre la liste à son élève. Il y a l'expérimentateur qui est à côté et qui porte une blouse de scientifique et ça c'est un petit détail assez important. Et le professeur donc interagit vocalement, enfin à l'oral avec son élève, il lui pose les questions, quel mot va avec celui-ci, quel mot va avec celui-là. Et si jamais l'élève se trompe, évidemment c'est ce qui arrive, il envoie donc les décharges progressivement. Et en fait, donc au début les décharges, on n'entend rien de spécial, enfin juste un petit cri. Au bout d'un moment, on commence à entendre des cris de plus en plus forts. Puis ensuite ça évolue sur des gémissements, il y a des pleurs, il y a des supplications d'arrêter et dans les cas où vraiment les candidats continuent à aller jusqu'au bout et actionnent les manettes les plus fortes, on n'a carrément plus aucune réponse, on n'entend plus rien et comme je vous l'ai dit, comme une non-réponse est considérée comme une réponse fausse, il faut encore une fois actionner les manettes. Si jamais le professeur commence un petit peu à hésiter et à pas trop envie d'actionner les manettes, l'expérimentateur qui est à côté de lui va lui donner très sûr de lui des phrases du type « continuez s'il vous plaît » ou « l'expérience l'exige, continuez » ou « veuillez continuer, vous n'avez pas le choix ». Et si jamais le professeur refuse encore plus, l'expérience s'arrête là.
Dans les conditions telles que je vous les ai décrites, on a à peu près 65% des participants qui vont jusqu'au bout de l'expérience, c'est-à-dire qui actionnent les manettes jusqu'à 420 volts, alors que pourtant il y a écrit en gros et en rouge attention danger au-dessus de la manette. Ça fait entre 6 et 7 personnes sur 10 qui seraient capables en soi de torturer ou de tuer quelqu'un parce qu'on leur a dit de le faire. Le résultat de cette expérience est absolument choquant, je pense, déjà pour nous aujourd'hui, mais encore plus au moment où l'étude est publiée, parce que ça nous fait vraiment, je pense, nous remettre en question sur notre capacité en fait à remettre en cause l'autorité. Et clairement, ça veut dire que si on demandait à n'importe qui dans la rue, si je demandais à n'importe lequel d'entre vous, est-ce que vous pourriez torturer quelqu'un parce qu'on vous dit de le faire, tout le monde répondrait non. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que, apparemment, si, et clairement, je pense qu'on est très nombreux à pas forcément être capables de s'opposer à une figure d'autorité qui nous dit de faire quelque chose, et c'est vraiment très très perturbant. Pour entrer un petit peu plus dans les détails de cette étude originelle, les résultats ont montré qu'absolument tous les participants ont accepté le principe de l'expérience. Donc il n'y a personne qui, dès le début, quand on lui a expliqué qu'il faudrait donner des décharges électriques à quelqu'un d'autre, a dit non, je m'arrête là. Et tous sont allés jusqu'à donner 135 volts. Donc je sais pas quelle était la réaction de la personne en face. Ça devait être des cris moyens, on va dire, de moyenne intensité. Et comme je vous l'ai dit, donc on en a 60 à 65% qui vont absolument jusqu'au bout, c'est-à-dire actionner 3 fois de suite la manette des 450 volts. Cela dit, pour tempérer un petit peu absolument tous les sujets de l'étude, dans cette étude qui a été faite en 1960, ont voulu arrêter. Ont manifesté leur envie de s'arrêter quand ils entendaient quelqu'un en train de crier ou de leur demander de s'arrêter. Mais les 65 personnes, enfin 65% de participants ont continué sous la contrainte parce qu'on leur disait vous devez le faire, l'expérience doit se dérouler donc vous devez le faire. Et tous les participants qui sont allés jusqu'au bout notamment ont vraiment montré des signes de malaise total, hein. Clairement il n'y avait pas de personne qui a pris de plaisir à infliger de la torture aux autres. On sentait bien qu'ils étaient contraints parce que l'expérimentateur leur disait de faire les choses. Mais si on met un petit peu en perspective, la contrainte était quand même pas si énorme que ça parce que eux-mêmes n'étaient absolument pas menacés par l'expérimentateur. Et en fait, en gros, c'était juste une personne qui avait absolument jamais vu de leur vie, mais comme ils portaient une blouse et qu'on était dans un laboratoire et qu'ils leur disaient non, non, vous devez actionner le levier, ils le faisaient. Et après coup, il y en a beaucoup qui ont été, donc une fois que l'expérience était terminée, on leur expliquait vous inquiétez pas, il y avait personne sur la chaise, c'était une expérience, etc. On leur faisait tout un débrief. Et il y en a beaucoup qui ont dit qu'en fait ils se sentaient pas forcément responsables de leurs actes parce que c'était dans le cadre d'une expérience et comme quelqu'un leur disait de le faire, ils se sentaient plus ou moins pas responsables alors que c'était pourtant bien eux qui actionnaient les manettes. Ce que j'aime vraiment beaucoup aussi dans l'expérience de Milgram, c'est qu'il y a eu plein de variantes qui ont été faites pour essayer de voir en fait selon quand on changeait quelque chose dans tout le déroulé de l'expérience, quelles étaient les conséquences. Donc moi je vous ai raconté comment l'expérience originelle a été faite. Et en fait après ils se sont amusés entre guillemets à changer des petits détails à chaque fois pour voir si ça influençait ou pas sur le résultat final, quel était le pourcentage finalement de participants qui se soumettaient à l'autorité. Et vous allez voir qu'il y a vraiment plein de variantes différentes qui peuvent vraiment faire changer les résultats. Par exemple, si l'expérimentateur ne porte pas de blouse et est en fait une personne lambda et n'est pas présenté comme l'expérimentateur, ça va vraiment beaucoup changer parce que même s'il dit vous devez continuer, etc., on tombe à seulement 20% de soumission à l'autorité. Le pourcentage que je vous donne, qui correspond aux 65 de tout à l'heure et tout ça, pour vous resituer si jamais j'ai pas été claire, c'est le pourcentage de participants qui sont allés jusqu'au bout, c'est-à-dire qui ont actionné jusqu'aux 450 volts. Si jamais l'expérimentateur n'est pas dans la pièce à côté du professeur, donc de notre sujet d'étude,
et qu'il est, mettons, à l'extérieur et qu'il lui parle avec un micro, là encore, on tombe à seulement 20% de soumission à l'autorité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la présence physique de la personne à côté, tout de suite, ça fait énormément retomber le pourcentage de soumission à l'autorité. Si jamais le professeur et l'élève sont dans la même pièce, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas séparés par une cloison et ils ne font pas que s'entendre, mais là cette fois ils se voient réellement, on tombe à 40% d'obéissance. Si jamais on introduit un deuxième professeur, donc lui aussi complice, mais à côté de notre sujet d'étude qui est lui également professeur, qui refuse de continuer l'expérience, qui s'oppose à l'expérimentateur, on tombe à seulement 10% de soumission. Par contre, si l'autre professeur, toujours complice, fait semblant de vraiment vouloir aller jusqu'au bout et actionner toutes les manettes, là par contre on monte à 92% de soumission à l'autorité, ce qui vous montre bien qu'une personne seule, avec la personne qui lui dit, a assez de mal à s'opposer à elle. Si jamais elle a l'impression d'avoir un soutien de son côté, elle va carrément se rallier et on va vraiment retomber très très bas au niveau de soumission. Par contre, si jamais il y a à la fois l'autorité et une personne lambda qui obéit à l'autorité, eh bien, il y a quasiment plus de 9 personnes sur 10 qui vont elles aussi se soumettre aux ordres, même si elles n'ont pas forcément envie de les suivre. Et pour terminer, la bonne nouvelle, c'est que si jamais on met 2 expérimentateurs avec le professeur, et que, donc 2 figures d'autorité, et que ces 2 figures d'autorité commencent à se disputer au niveau de s'il faut continuer ou pas l'expérience, là on tombe carrément à 0% de soumission à l'autorité, c'est-à-dire que si jamais on voit une figure d'autorité qui commence à nous laisser un petit peu la possibilité de dire non, moi je veux plus le faire parce qu'il y a discorde entre eux, on tombe tout de suite à 0% de soumission et d'obéissance. Comme je vous l'ai dit, cette expérience-là, elle est vraiment très 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 connue, je pense que c'est la plus connue qui existe en psychologie. Et elle a vraiment fait un peu scandale parce que les conditions dans lesquelles elle s'est déroulée sont pas vraiment correctes au niveau éthique, puisque faire subir ça en fait au sujet, c'est-à-dire leur faire croire qu'ils avaient torturé des personnes et puis un peu les confronter avec la dure réalité que finalement ils auraient été capables de tuer quelqu'un peut-être, ou en tout cas de fortement le torturer, c'est vraiment considéré comme être allé trop loin. Alors c'est vrai que les résultats sont extrêmement intéressants, mais ça a vraiment beaucoup fait scandale. Et je pense que la carrière de Stanley Milgram, qui était vraiment un des plus grands psychologues du XXe siècle, a été quand même bien amochée par cette expérience-là, par tout ce scandale-là. Et maintenant, sans plus attendre, je vais passer à la deuxième expérience qui, là, pour le coup, s'est vraiment extrêmement mal passée. L'expérience de Stanford a été menée par le psychologue Philippe Zimbardo en 1971. À la base, elle aurait dû durer 2 semaines, mais vu la tournure absolument dramatique des événements, elle a été interrompue au bout de seulement 6 jours. L'objectif de cette expérience était d'étudier les comportements humains dans un contexte d'incarcération, et elle a eu pour résultat de montrer plus ou moins que les comportements des personnes sont parfois plus influencés par les conditions environnementales que par réellement leur propre individualité, leur propre valeur en tant qu'être humain. Là encore, les participants ont été recrutés par petite annonce dans le journal qui faisait vraiment juste mention d'une simulation d'incarcération sur une durée de 2 semaines qui était payée 15$ par jour, ce qui fait, pour vous représenter, je pense à peu près une centaine de dollars actuels aujourd'hui. 70 personnes vont répondre à cette annonce et Zimbardo et son équipe vont sélectionner 24 personnes dans le lot qui sont tous à la fois en bonne santé physique et en bonne santé mentale. C'est tous des étudiants mais qui viennent de milieux socio-économiques très disparates, donc il y a vraiment un petit peu de tout. On leur explique qu'on va les séparer en 2 groupes de manière totalement aléatoire, c'est-à-dire vraiment tirée au sort, et que l'une moitié jouera le rôle des gardes et l'autre moitié devra jouer le rôle des détenus. Ceux qui ont été sélectionnés pour jouer les détenus se font faussement arrêter par la police qui était complice, donc rien que ça déjà ça devait être assez dur, je sais pas s'ils se sont fait arrêter chez eux ou alors en plein milieu de leur vie quotidienne, mais ils se sont fait embarquer par la police
qui les a amenés dans la fausse prison qui avait été aménagée dans les sous-sols de l'université de Stanford. Et à ce moment-là, du coup, on les déshabille, on les enchaîne, on leur passe uniquement une espèce de blouse, mais ils ont même pas de sous-vêtements, on leur donne des tongs et on leur dit maintenant vous oubliez votre nom, voici votre numéro, vous devrez le retenir et c'est comme ça qu'on vous appellera. Ceux qui jouent les gardiens, eux de leur côté, ils se voient attribuer une tenue spéciale eux aussi, qui est du coup toute verte kaki. Ils ont des lunettes un peu spéciales, vous savez, miroir, parce qu'apparemment c'est ce qu'ont aussi les gardiens en prison aux États-Unis. Ça leur permet en fait de pas entrer en contact visuel avec les détenus. Et une matraque. Eux sont reçus en réunion avec Zimbardo et son équipe qui va un petit peu leur expliquer du coup le déroulé de l'expérience et qui va leur dire écoutez, il n'y a pas forcément de consigne, tout ce qu'on vous demande c'est qu'il n'y ait pas de violence physique, mais à partir de maintenant, c'est vous les gardiens, donc vous avez le droit de gérer votre prison exactement comme vous le voulez. Malheureusement, l'expérience a très vite tourné à la catastrophe et tous les participants qui jouaient le rôle de détenus ont reçu des traitements vraiment très dégradants et très humiliants. En fait, très rapidement, ceux qui jouaient les rôles des gardiens ont commencé à devenir un peu sadiques et à prendre plaisir à torturer, à maltraiter les détenus. Notamment, ils les ont attaqués avec des extincteurs, ils les ont montés les uns contre les autres en les plaçant dans 2 cellules en disant ça c'est la bonne cellule et ça c'est la mauvaise cellule. Et du coup en utilisant ça un petit peu comme menace pour dire attention on va vous mettre dans la mauvaise cellule. Ils les ont privés de nourriture, ils les ont privés d'accès à la salle de bain, ils leur ont retiré leur matelas. Ils les punissaient en les forçant à faire des vraiment très très longues sessions d'exercice physique, donc j'imagine en faisant des pompes ou des abdos ou des choses comme ça. Et c'est même allé jusqu'à leur imposer de la nudité et des actes d'humiliation sexuelle, notamment au moment de la nuit parce qu'ils pensaient que les caméras et que les expérimentateurs ne pouvaient pas les voir en train de faire tout ça. Et le pire, c'est que cet effet-là, il a un petit peu touché aussi même les équipes qui travaillaient, donc les équipes de Zimbardo, de psychologues, parce que finalement, il y avait quand même près d'une 50aine de personnes qui intervenaient sur cette étude-là, qui se rendaient sur place, qui voyaient plus ou moins ce qui se passait, et personne n'est intervenu. Et on avait quand même donc le professeur Zimbardo et tout un tas d'intervenants externes, donc des psychologues, des étudiants en psychologie, un prêtre, enfin il y avait plein de personnes comme ça. Et personne n'a pris la décision d'arrêter alors qu'ils voyaient ce qui était en train de se dérouler. Et c'est finalement une femme du nom de Christina Maslach qui était la petite amie de Zimbardo et qui était aussi une très jeune psychologue à l'époque qui, quand elle est arrivée et qu'elle a vu tout ça, elle a été complètement effarée et elle a décidé de vraiment tout faire stopper et d'interrompre le déroulé de l'expérience au bout de 6 jours. Les sujets qui avaient eu un rôle de détenu étaient dans un état de détresse psychologique avancé. On en avait un par exemple qui avait fait une grosse réaction psychosomatique d'eczéma partout sur le corps. La plupart étaient en larmes et en fait ils avaient des crises de larmes qu'ils ne pouvaient absolument pas contrôler. Et tous au niveau cognitif étaient complètement désorientés et désorganisés. Les résultats qui sont ressortis de cette étude finalement, c'est que les personnes peuvent vraiment adhérer très très rapidement à un rôle qu'on leur attribue, quelle qu'elle soit au fond d'elles finalement, et aussi que certaines situations ou certains rôles sociaux peuvent vraiment dépouiller les personnes de leur individualité. Ça rejoint, je trouve, un petit peu le début de l'hypothèse de contact d'Alport, qui est une théorie en psychologie selon laquelle on se fait des impressions très très rapides sur les personnes et en fait c'est un peu des préjugés ou des stéréotypes. Ça va vraiment extrêmement vite quand on rencontre une nouvelle personne, c'est en quelques dixièmes de seconde, on se forge déjà un peu une impression sur cette personne et c'est vraiment sur ce qu'on voit, c'est-à-dire sur ses attributs physiques. Et généralement on va avoir tendance à plus se sentir proche des personnes qui nous ressemblent et à plus exclure les personnes qui nous sont trop différentes. Ça se base notamment sur la couleur de peau, sur le style vestimentaire ou encore sur des petits éléments qui peuvent ressortir, par exemple, je sais pas, une attribution religieuse ou quelque chose comme ça. Et là, clairement, je pense que c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait, c'est-à-dire que finalement, sur la base de pas grand-chose, mais juste sur la base de l'apparence physique, ceux qui avaient les tenues de prisonniers et ceux qui avaient les tenues de gardiens se sont sentis comme dans 2 équipes différentes,
alors qu'à la base ils venaient tous de la même chose, c'est-à-dire c'était tous des participants, tous des étudiants et ils savaient tous très bien qu'ils avaient été tirés au sort pour être d'un côté ou de l'autre. Donc c'est juste tellement bizarre que aussi rapidement ils se soient fondus avec le rôle qu'on leur avait attribué. Et de cette expérience, Zimbardo, lui, il en a conclu que les personnes ont vraiment tendance à intérioriser extrêmement vite les rôles qu'on leur attribue. Et ça, il l'a vu à la fois du côté de ceux qui jouaient le rôle des gardes, mais aussi chez ceux qui faisaient les détenus, parce que il y a eu un moment où en fait, il a, vu que ça se passait pas bien, il a essayé de leur proposer et de leur dire je peux vous donner une libération conditionnelle si jamais vous acceptiez de renoncer à tout l'argent qu'on devait vous payer pour vos jours de présence. Et là, toutes les personnes qui étaient détenues ont dit oui, on veut sortir. Et il leur a dit bah écoutez, après discussion avec la hiérarchie, tout ça, cette libération vous est refusée. Et c'est un peu là justement que ça a dégénéré, qu'ils ont commencé à tous se sentir extrêmement mal. Mais à aucun moment il y en a un qui a dit bah moi j'arrête l'expérience maintenant en fait si ça se passe comme ça. Comme s'ils avaient un peu oublié qu'ils participaient à une expérience et qu'ils n'étaient pas réellement des détenus et que si on leur refusait leur libération, ils avaient tout à fait le droit de dire qu'ils voulaient s'arrêter et partir. Et pourtant en fait sur les 12, il n'y en a aucun qui l'a demandé, donc c'était assez bizarre. Alors c'est une expérience qui a vraiment été très très critiquée, évidemment pour son côté éthique, mais pas seulement, aussi pour son manque de professionnalisme, on va dire, de fiabilité scientifique, puisque finalement il y a plein de trucs qui n'ont pas été faits correctement. Déjà, c'est impossible de retirer une vraie conclusion qu'on pourrait essayer de tendre de manière générale avec un échantillon aussi petit. On avait 24 participants et franchement... avec 24 participants, on ne peut pas faire des généralités à toute la population, c'est juste pas possible. Il y a plein de paramètres qui n'ont pas été correctement pris en compte par les psychologues, notamment la méthode d'évaluation du sadisme chez les gardiens, qui n'était pas une méthode valide, donc les résultats n'ont pas de sens. Il n'y avait pas non plus d'objectivité de la part des expérimentateurs parce qu'ils étaient sur place et ils étaient ce qu'on appelle in vivo. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette distance, puisqu'en fait, ils étaient un peu du côté des gardiens. Parce que les expérimentateurs faisaient partie des superviseurs de la prison. Donc ils étaient du côté des gardiens, donc en fait, eux aussi étaient un peu impliqués. Et comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas forcément fait s'arrêter l'expérience au bon moment, parce que je pense qu'ils ont été pris un petit peu dans l'effet qui s'est produit à ce moment-là. Et puis le professeur Zimbardo a même été accusé par certains auteurs d'avoir influencé les résultats de son expérience parce qu'il aurait apparemment un peu suggéré des idées de mauvais traitement aux gardiens. En soi, je pense vraiment pas que les intentions de Zimbardo étaient mauvaises à la base parce que lui, ce qu'il voulait vraiment essayer de prouver, c'était, si vous voulez, que une personne peut vraiment être soit la victime, soit le bourreau selon les circonstances. Et il voulait vraiment essayer de montrer que le milieu carcéral est très nocif et qu'il a besoin d'être retravaillé. Donc je pense vraiment pas qu'il avait des mauvaises intentions. Le problème c'est sa méthodologie, il y avait absolument zéro rigueur scientifique. Et puis l'éthique qui manquait totalement. Et ça c'est juste pas acceptable dans une étude en psychologie. Et enfin vraiment je pense que les séquelles psychologiques qui ont été laissées aux 24 participants, mais encore plus aux 12 qui jouaient le rôle de détenus, elles sont horribles quoi, enfin c'est vraiment vraiment parti beaucoup trop loin. Et donc comme je vous l'ai dit, même si cette histoire-là, cette expérience-là n'a pas réellement pu apporter de preuves scientifiques à quoi que ce soit, je pense, l'expérience de Stanford, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement connu dans le monde de la psychologie sociale et je pense même au-delà, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui en ont déjà entendu parler parce que là encore c'est une expérience qui a beaucoup influencé et inspiré d'histoires. Il y a des films, il y a des livres, il y a plein de trucs qui y font référence. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un peu un monument de la psychologie, je pense, de tout ce qu'il faut absolument pas faire quand on veut essayer de mener une expérience. Ma troisième histoire va être un petit peu différente des deux précédentes parce que si vous voulez, c'est pas une expérience psychologique qui a été étudiée, réfléchie par des psychologues.
Là, c'est vraiment plus un espèce de phénomène spontané qui a surgi comme ça. Ça s'est passé dans un lycée à Palo Alto aux États-Unis en 1967 et ça arrivait un petit peu sous l'impulsion d'un professeur d'histoire qui s'appelait Ron Jones. Ce que je vais vous raconter, c'est la version qui est rapportée par le professeur Ron Jones et par les élèves qui l'ont vécu, mais des années et des années après. Donc on en reparlera à la fin, ça peut ne pas être tout à fait vrai sur certaines choses. Ron Jones, si vous voulez, c'était un prof qui était vraiment très apprécié par ses élèves parce qu'il était très jeune, il était vraiment très dynamique et il avait une approche de l'enseignement qui plaisait beaucoup aux élèves parce que c'était pas aussi formel que la plupart des profs. Et je sais pas si vous avez déjà eu des profs comme ça, mais généralement c'est vraiment ce qu'on aime bien parce qu'ils apportent quelque chose de vraiment très nouveau, il y a une vraie proximité avec les élèves, une sorte de complicité. Lui il pouvait dire bon bah aujourd'hui on va faire cours dehors dans la cour, là cette fois on va en classe. Il déplaçait tout le temps les tables pour que ce soit pas organisé de la même manière, etc. Donc, il essayait toujours d'apporter des choses nouvelles et un peu plus interactives dans ses cours. Et cette année-là, comme toutes les années, je pense, avec sa classe de première, Ron Jones et les élèves étudiaient le programme sur la Seconde Guerre mondiale et notamment sur l'Allemagne nazie. Et les élèves avaient un petit peu de mal à comprendre comment c'était possible que la société allemande se soit laissée entraîner dans tout le côté dictature et génocide. Et du coup, Ron Jones s'est dit ok, je vais leur montrer concrètement comment c'est possible. Le premier jour, Ron Jones décide d'enseigner les avantages de la discipline à ses élèves. Et pour ça, il prend comme exemple toutes les personnes de haut niveau, que ce soit, vous savez, les sportifs, les artistes, les musiciens. Il faut de la discipline pour réussir. Et il décide de leur montrer un petit peu concrètement, en leur disant bon écoutez, allez tout le monde, on se redresse, on se tient bien droit, on respire bien, vous allez voir, ça va vous aider à être plus concentré. Et ensuite il leur dit bon maintenant tout le monde sort de la salle de classe et je vais chronométrer combien de temps vous mettez à rentrer et à vous installer. Donc ils le font et évidemment bon c'est assez drôle, tout le monde s'agite dans tous les sens, c'est un peu la pagaille. Et donc il regarde le temps et il dit écoutez, je pense que vous pouvez faire mieux, ressortez et recommencez. Et en fait, il leur fait recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que les élèves se rendent compte que s'ils sont disciplinés, ils perdent moins de temps et donc du coup, ils sont plus performants. Donc c'est là que les élèves se rendent compte que bah oui, finalement, la discipline peut avoir vraiment des avantages au niveau des performances et qu'on peut être meilleur si on est plus organisé parce qu'on s'éparpille moins. À la fin de la journée, les élèves sont contents, c'était plutôt marrant et Ron Jones leur dit jusque là on pouvait m'appeler Ron, etc. Mais maintenant je préférais que vous m'appeliez Monsieur Jones. Et il laisse partir les élèves chez eux. Le lendemain, Ron Jones est hyper surpris quand il arrive dans sa classe parce qu'elle est déjà remplie avec tous les élèves qui l'attendent très silencieusement et qui se tiennent bien droit sur leur chaise en l'attendant. Et ils ont tous un petit sourire en coin parce qu'ils savent très bien que leur professeur s'attendait pas du tout à ce qu'il soit aussi discipliné, mais ils avaient envie de lui montrer qu'ils avaient bien retenu la leçon de la veille. Donc il arrive dans la classe, il voit ça et il se dit ok, on va continuer. Et donc il commence à écrire une phrase au tableau qui était la force par la discipline, la force par la communauté. Et toute la journée, il va un peu leur enseigner quels sont les avantages de la communauté, le fait de tous travailler ensemble, d'être le plus unis possible, et bien on est plus fort. Il leur propose qu'à partir de maintenant, tous les devoirs individuels n'existent plus et que ce soit à la classe entière de travailler sur un projet à rendre et qu'il n'y aurait plus de notes individuelles mais qu'il n'y aurait qu'une même note pour tout le monde. Et ça, évidemment, ça fait plaisir à beaucoup d'élèves qui trouvent que l'idée est plutôt bonne, à part évidemment les meilleurs élèves qui, eux, sont pas trop d'accord avec ce genre de principe-là. À la fin de la journée, le professeur leur dit bon bah maintenant qu'on forme un vrai groupe, on va se trouver un nom et un signe. Donc on va s'appeler la troisième vague, ce qui fait référence au fait, apparemment il y a une espèce de croyance commune comme quoi les vagues fonctionnent par cycle de 3 et la troisième est toujours la plus forte. Et le signe du coup ce sera ça représente la vague. Mais ce qu'il leur avait pas dit et ce qu'on peut nous un petit peu tout de suite sentir, c'est que ça fait quand même aussi référence très rapidement au Troisième Reich. Le troisième jour, Ron Jones constate qu'en plus de ses élèves, il y a d'autres élèves, d'autres classes qui veulent venir dans son cours. Et donc il décide de créer des sortes de cartes de membres pour les
les élèves de la classe et pour tous les membres du groupe de la vague. Donc en fait il sort des petites cartes papier cartonné de son bureau qu'il découpe, qu'il distribue à tout le monde et sur 3 de ces cartes il trace une croix rouge qui donne de manière complètement aléatoire et il dit les personnes qui ont reçu la carte avec la croix rouge ce sont ceux qui vont être en fait les informateurs. Et les informateurs sont chargés en fait de venir lui dire à chaque fois qu'ils voient des membres de la vague qui se font pas le salut de la vague quand ils se croisent. Et ensuite le professeur dit à ses élèves, maintenant qu'on a appris les avantages de la discipline et de la communauté, ce qu'il faut c'est maintenant passer à l'action. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par dessiner des affiches et des pancartes pour pouvoir représenter notre groupe de la 3e vague. Et puis votre mission ensuite, ça va être de faire rentrer des nouvelles personnes dans le groupe. Le 4e jour, on voit apparaître quelques oppositions à la vague. Il y a certains élèves qui étaient pas trop d'accord avec certains principes, avec le fonctionnement, qui avaient commencé en fait à décrocher toutes les affiches qui avaient été faites, toutes les bannières et tout ça. Et je pense que c'était notamment les premiers de la classe qui étaient pas trop d'accord d'être notés exactement comme les autres. Il y en avait aussi qui commençaient à trouver que c'était un fonctionnement un peu trop totalitaire, enfin bref. Et donc ces élèves-là sont interpellés par le professeur qui leur dit écoutez, si vous voulez pas continuer dans la vague, ce qu'on fait c'est que vous êtes renvoyés de cours et vous partez travailler à la bibliothèque à la place. Donc en fait, tous les élèves qui étaient un peu trop réticents, tout ça, commencent à se faire éjecter. Et là, Ron Jones se rend compte qu'en plus des 3 élèves qui avaient reçu les cartes avec la croix, il y a de plus en plus d'autres élèves à qui on n'a rien demandé finalement, qui viennent lui rapporter ceux qui sont un peu des opposants à la vague. Et on vient en fait lui dire ouais, eux ils se sont pas salués quand ils se sont croisés, ils ont dit du mal de la vague dans votre dos, etc. Et il se rend compte que finalement, sans avoir besoin de demander ça aux élèves, tout le monde commence à venir un petit peu lui parler de ceux qui sont pas trop d'accord avec le mouvement. Et ceux qui ne font pas partie de la vague, du coup, ils se font un petit peu exclure, c'est-à-dire qu'on arrête de leur dire bonjour, on arrête de leur parler, on mange plus avec eux à midi. Il y en a même qui vont commencer à se battre dans les couloirs. Donc il y a quand même cette ambiance qui commence un petit peu à scinder entre ceux qui font partie du groupe et ceux qui n'en font pas partie. Et puis, même au-delà de ça, il y a certains élèves qui vont commencer à s'autoproclamer garde du corps de Ron Jones et qui commencent à le suivre absolument partout. Ron Jones le reconnaît lui-même bien des années après. Au moment où ça s'est produit, il était plutôt content et il aimait bien sa position de leader qu'on lui avait donnée parce que finalement c'est lui qui avait toutes les attentions des élèves, tout le monde voulait être auprès de lui et puis il avait un espèce de réel pouvoir sur les élèves puisque tout le monde venait lui raconter plein de choses, lui dire ce qui se passait. Il était un petit peu finalement devenu le centre du lycée. Donc il était vraiment plutôt content de toute cette attention et de tout le pouvoir qu'il avait aussi sur les autres. Mais quand il a commencé à voir ça, il s'est rendu compte que la situation commençait à déraper et à lui échapper. Et je pense qu'il y a aussi sa femme qui lui a dit maintenant il faut absolument que tu arrêtes tout ça. Donc il a commencé à prendre un petit peu peur et ce jour-là il a convoqué tous ses élèves, il leur a dit de venir. Il a fermé les portes et là il leur a dit qu'il avait quelque chose d'important à leur annoncer. Et là à ce moment-là il a parlé à ses élèves et il leur a dit écoutez, voilà, la 3e vague c'est un véritable parti politique en fait et c'est quelque chose qui est en train de se développer dans plein d'autres lycées un petit peu partout aux États-Unis. C'est vraiment un mouvement qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur et l'objectif c'est de renverser le gouvernement actuel pour le remplacer. Et c'est tellement en train de prendre de l'ampleur que le chef du parti va s'adresser demain à tous les jeunes à midi. Et donc je veux qu'on organise une grosse assemblée demain et qu'on soit tous ensemble à midi pour écouter ce qu'il a à nous dire. Et là, si vous voulez, la plupart, la grosse majorité des élèves y ont cru, alors que bien sûr, si vous ne l'avez pas compris, c'était totalement faux. Hein. La 3e vague n'était pas du tout un parti politique ou quoi que ce soit, c'était vraiment né de cette expérience et ça avait grossi un petit peu trop. Et je pense que du coup, Ron Jones a dit ça pour avoir un petit peu de temps, 24 heures pour y réfléchir et bien organiser le lendemain ce qu'il allait faire, et aussi pour s'assurer que il avait un peu teasé la curiosité de tout le monde et que du coup tout le monde viendrait bien écouter ce qu'il aurait à dire.
Et en fait, ce qui est vraiment la coïncidence totale, c'est que dans le journal, ce jour-là, il y avait une grosse publicité sur laquelle il y avait écrit «La troisième vague arrive». Et quand les étudiants ont vu ça, bah forcément ça n'a fait que décupler leur excitation de se dire ah bah c'est vraiment vrai et c'est vraiment en train d'arriver, donc ils y ont vraiment cru. Et puis au-delà de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à cette époque-là on était en pleine période de la guerre du Vietnam et il y avait vraiment beaucoup de personnes qui étaient contre la guerre, notamment beaucoup d'élèves de ce lycée-là qui était un lycée quand même assez engagé, enfin les élèves avaient tendance à être beaucoup engagés politiquement et donc ils étaient engagés contre la guerre. Notamment parce que eux savaient très bien qu'il leur restait plus que quelques années avant d'être eux-mêmes mobilisés, donc ils n'avaient pas du tout envie d'être envoyés à la guerre. Et on leur faisait un petit peu finalement miroiter là l'opportunité de renverser le gouvernement et de pouvoir prendre les choses en main à la place. Donc je pense que beaucoup ont vraiment eu envie d'y croire et ont été un petit peu éblouis par ça. Et donc on en arrive le lendemain, le tout dernier jour de l'expérience. On a à peu près 200 élèves qui sont réunis dans un amphithéâtre à midi et qui sont hyper excités. Ils ont amené des bannières, ils ont plein de choses. Et Ron Jones, lui, il a fait venir des amis à lui qui sont plus ou moins déguisés, enfin qui se font passer pour des journalistes et qui prennent un petit peu tout ça en photo. Et à midi pile, Ron Jones se met devant l'assemblée, il les fait tous se lever et faire le signe de la vague et commencer à répéter leur sorte de devise qui était donc la force par la discipline, la force par la communauté. Et donc ils répètent ça tous en chœur, puis Ron décide d'éteindre les lumières et d'appuyer sur le bouton de la télé qui l'allume et sur laquelle on voit, vous savez, rien, enfin du brouillard, de la neige, du bruit blanc. Et ça dure comme ça quand même quelques minutes où il se passe rien. Et les élèves commencent à sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Il y en a certains qui sont un peu pris de panique et qui décident de sortir de l'amphithéâtre en courant. Et c'est là que Ron Jones rallume toutes les lumières, redescend devant les élèves, il appuie sur un bouton sur la télé et c'est un reportage, en fait un documentaire sur l'Allemagne nazie, sur le Troisième Reich, etc. Et en fait il va laisser les élèves regarder ce documentaire et ensuite il va leur dire bah écoutez, voilà ce qui s'est passé depuis une semaine, c'est exactement comme ça que les régimes totalitaires commencent à s'installer et c'est exactement ce qui a commencé à se produire dans notre lycée et est-ce que vous voyez, etc. Blablabla. Enfin bref, il a fait tout un espèce de débrief avec les élèves en leur disant très bien, je sais que la plupart d'entre vous refuseront de reconnaître que vous avez adhéré à la vague, mais voilà, c'est comme ça, l'expérience est terminée, point. Et plus personne n'a parlé de ça pendant quelques années en fait, jusqu'en 1972 où Ron Jones a décidé d'écrire tous ses souvenirs de ce qui s'était passé. Donc il a rédigé ça sous le titre de La Troisième Vague et en 1976 il l'a fait publier dans un magazine et c'est à ce moment-là en fait que des psychologues ont lu ça et ont commencé à vraiment à s'intéresser à ce qui s'était passé dans ce lycée. Mais du coup on était quand même 10 ans après les faits donc c'est vraiment extrêmement dommage parce que ça n'a pas été bien documenté dès le début. Il faut aussi savoir que par la suite, à cause de ça, Ron Jones s'est fait retirer sa titularisation et qu'il a du coup perdu le droit d'exercer auprès des enfants dans les écoles publiques. Je pense quand même qu'il a continué, il me semble qu'il a quand même continué plutôt dans le milieu associatif, mais ça a quand même vraiment complètement bouleversé sa carrière. Et il y a un reportage qui est sorti bien après qui recueille les témoignages de Ron Jones, de certains des élèves qui ont fait partie de la vague et puis aussi de l'ancien proviseur du lycée qui est super intéressant et du coup sur lequel je me suis basée pour vous parler de tout ça. Mais comme je vous le dis, c'est vraiment sorti bien après et en fait le gros souci c'est que tout ça c'est un peu à prendre avec des pincettes parce que entre temps il y a eu cette histoire là, elle a été reprise par les médias et elle a été reprise, ils en ont fait un livre, ils en ont fait des films qui ne collent pas vraiment à la réalité de ce qui s'est passé et du coup qui peuvent un petit peu avoir influencé les souvenirs des personnes qui l'ont vécu et qui le re-racontent maintenant. Donc il y a peut-être quand même des histoires de faux souvenirs dans tout ça, enfin c'est un petit peu flou et c'est compliqué de savoir exactement ce qui s'est vraiment passé cette année 1967.
moi personnellement je pense vraiment que l'histoire elle a eu lieu et ça ne fait aucun doute dans ma tête, je pense vraiment que ça a pu arriver. D'ailleurs je pense que ça a quand même beaucoup secoué ceux qui l'ont vécu et ça explique un petit peu pourquoi en fait après que ce soit arrivé plus personne n'en a parlé. Mais je pense quand même que c'est tout à fait possible aussi qu'il y ait des sortes de faux souvenirs qui se soient créés et je trouve que c'est ce qu'on voit vraiment bien dans le reportage parce que en fait dans le reportage il y a vraiment plein de témoignages qui racontent plus ou moins la même histoire mais c'est vrai qu'on voit notamment Ron Jones avoir un petit peu une sorte de réinterprétation je pense des faits après coup et certains élèves aussi donc je pense que avec tout le bruit qu'il y a eu autour de cette histoire, chacun s'est un petit peu refait à sa sauce la version des faits. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas savoir exactement comment ça s'est passé. Mais ça reste quand même une histoire qui est extrêmement intéressante au niveau notamment de la malléabilité d'esprit chez les adolescents et de comment est-ce qu'on peut un peu facilement les manipuler. Et j'ai voulu vous parler de cette histoire en troisième après les deux autres parce que je trouve que finalement elles se connectent toutes bien les unes avec les autres dans le sens où à chaque fois on se dit les personnes qui l'ont vécu ont vraiment dû penser que ce qui s'était passé c'est des choses qui arrivent qu'aux autres et que et même nous en tant que spectateurs on se dirait un peu la même chose, on se dirait non mais moi je me ferais pas avoir à ce genre de choses et en fait je pense que si parce que clairement ça prouve que à peu près tout le monde se fait avoir à ce genre de choses et que non, en fait, la plupart d'entre nous n'agiraient certainement pas en héros. Et c'est normal en fait, et il faut pas se culpabiliser. Et les participants à ces expériences n'ont pas à culpabiliser de comment ils ont réagi. Ils ont juste réagi d'une manière extrêmement humaine et extrêmement normale. C'est juste que je pense qu'on a un peu facilement tendance à se dire non mais moi je serais capable de m'opposer à l'autorité ou je serais capable d'aller à l'encontre de tout un groupe qui veut penser, veut faire comme si. Et en fait je pense que dans la réalité des cas, pour une majorité de personnes c'est pas le cas et moi je me connais en tout cas ça serait vraiment pas mon cas parce que moi j'aime tellement pas les conflits que j'ai toujours beaucoup de mal à m'opposer aux gens et notamment à l'autorité, tout ça. Moi je suis le genre de personne qui me sent mal, même quand j'ai absolument rien fait, quand je vois genre les contrôleurs, je suis là genre j'espère que j'ai pas perdu mon ticket et tout ça. Enfin, vraiment, je pense que je serais typiquement le genre de personne qui pourrait s'être fait avoir par ces choses-là. Mais je trouve que le fait de connaître ces expériences, de savoir du coup que ce genre de ressort psychologique existe, ça nous aide vraiment pour au cas où un jour il y a quelque chose comme ça qui se passe, peut-être que si on connaît l'histoire, on fera plus attention et on se fera un peu moins avoir. Alors je dis pas attention, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument tout le temps se rebeller à l'encontre de l'autorité et à l'encontre de ce que veut la société, enfin du mouvement général, parce que c'est absolument pas le cas. Mais je pense que c'est vraiment important d'être capable de réfléchir quand on fait quelque chose, savoir pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait parce que vraiment nous on le veut ou est-ce que parce que ça vient d'une pression sociale ou d'une pression justement d'autorité qui nous dit de faire quelque chose alors que nous on n'en a vraiment pas envie. Et je pense que ça c'est vraiment très important et c'est quelque chose que je fais régulièrement. J'essaye vraiment de vivre le plus possible comme moi j'ai envie de le vivre et pas comme la société me dit forcément de le faire, tant qu'on reste bien sûr dans le cadre de la légalité et qu'on fait de mal à personne hein, évidemment, mais c'est tellement facile en fait de se laisser entraîner et il faut vraiment être conscient que plein de décisions qu'on fait sont orientées par rapport aux autres et par rapport à la pression qu'on subit des autres. Enfin, c'est absolument normal, c'est comme ça, je veux dire, il faut l'accepter. Et je pense qu'une fois qu'on le sait, eh ben, on peut que mieux vivre et que mieux expérimenter la vie justement en étant conscient de ces choses-là. J'ai vraiment très hâte de connaître vos avis sur ces trois expériences qui sont quand même assez célèbres, donc je pense que pas mal d'entre vous vont me dire que vous les connaissiez déjà. Je trouvais quand même que c'était intéressant d'en reparler et puis de les mettre un petit peu en lien ensemble. Et si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo, je pense que je vous parlerai d'autres expériences en psychologie parce qu'il y en a encore plein que je trouve hyper intéressantes et qui peuvent vraiment nous apprendre des choses. Donc n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire si vous avez aimé ce type de vidéo et ce que vous en avez pensé. Moi j'en ai fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.
One, two, tres, cuatro.